Bonjour, bienvenue sur la Von Morgane. J'espère que vous allez bien. Alors, pardon, j'essaie de me détendre, mais je crois que je ne suis pas encore. Je suis pas encore. Bref, je reprends tout de suite la lecture d'Anna Karénine de Tolstoï. Nous en étions à la 4e partie, le chapitre 14. Merci beaucoup pour votre écoute et à tout à l'heure après la lecture. Kitty partit, Lévin sentit l'inquiétude le gagner. Il eut peur, comme de la mort, des 14 heures qui le séparaient du moment où il la reverrait, où leurs deux vies s'uniraient pour toujours. Pour tromper le temps, il éprouvait le besoin impérieux de ne pas rester seul, de parler à quelqu'un. Par malheur, Stepan Arkadievitch, dont la compagnie lui eût plus qu'aucune autre convenu, le quitta pour aller dans le monde, c'est-à-dire au ballet. Lévin ne put que lui dire qu'il était heureux et n'oublierait jamais, jamais ce qu'il lui devait. D'un regard et d'un sourire, Oblonsky fit entendre à son ami qu'il appréciait ce sentiment à sa juste valeur. « Tu ne parles plus de mourir, j'espère » lui demanda-t-il avec une poignée de main bien sentie. « Non » répondit énergiquement Lévin. Et il s'en fut prendre congé de Darya Alexandrovna. « Que je suis heureuse, lui dit celle-ci, de vous savoir de nouveau en bons termes avec Kitty. Il ne faut pas négliger ses vieux amis. » Ces paroles, dans lesquelles Lévin flaira un compliment, eurent le don de lui déplaire. Son bonheur était beaucoup trop sublime pour que le commun des mortels se permît d'y faire allusion. Finalement, pour ne point rester seul, il s'accrocha à son frère. « Où vas-tu ?»« À une réunion. Puis-je t'accompagner ?»« Pourquoi pas ?» dit en souriant Serge. « Que t'arrive-t-il aujourd'hui ?»« Ce qui m'arrive, le bonheur, répondit Lévin en baissant la glace de la voiture. Tu permets, j'étouffe. Pourquoi ne t'es-tu jamais marié ? Allons, tous mes compliments, dit Serge, toujours souriant. C'est, je crois, une charmante paire. Tais-toi, tais-toi, s'écria Lévin qui, le prenant par le collet, lui couvrit le visage de sa fourrure. Une charmante personne. Quelle parole vulgaire, indigne de ses beaux sentiments. Serge Ivanovitch éclata de rire, ce qui ne lui arrivait pas souvent. Puis-je au moins dire que je suis enchanté ? Demain, mais pas un mot de plus. Silence, ordonna Lévin en lui fermant encore une fois la bouche. Je t'aime beaucoup, ajouta-t-il. Puis-je assister à votre réunion ? Mais bien sûr. De quoi sera-t-il question aujourd'hui ? Demanda Lévin entre deux sourires. Alors, pardon, j'ai quelqu'un qui veut sortir. J'arrive. Oui. Oui, je m'occuperai de cette porte. Le thème de la réunion, où en étions-nous ? Oui, demanda Lévin entre deux sourires. Il s'était arrivé. Lévin écouta le secrétaire annoncer un procès-verbal auquel le malheureux semblait n'entendre goutte. Mais à la confusion qu'il laissait paraître tout en bredouillant, Lévin devina en lui un bon et charmant garçon. Il s'éleva ensuite un débat relatif à l'assignation de certaines sommes et à l'installation de certains conduits. Serge Ivanovitch s'en prit à 2 membres du comité qu'il foudroya dans un discours fort long. Sur quoi un autre personnage, après avoir pris force note et dompté un accès de timidité, lui répondit d'une façon aussi charmante que fielleuse. Enfin, Sviatsky, qui se trouvait là également, mit fin à la discussion par quelques belles phrases proférées d'un ton fort noble. Lévin écoutait toujours et sentait bien que ce prétendu désaccord n'était qu'un prétexte pour réunir d'aimables gens qui, au fond, s'entendaient à merveille. Grâce à de légers indices, auxquels il n'aurait jadis prêté aucune attention, Lévin pénétrait les pensées des assistants, lisait dans leurs âmes, appréciait surtout la parfaite bonté de leur nature. Tous, en effet, même ceux qui ne le connaissaient pas, lui adressaient aujourd'hui des paroles et des regards d'une parfaite aménité. « Eh bien, es-tu content ?» lui demanda son frère. « Très content. Je n'aurais jamais cru que ce fût aussi intéressant. » Et, comme Sviatsky l'invitait à terminer la soirée chez lui, il accepta avec empressement et s'informa aussitôt de sa femme et de sa belle-sœur. Rien ne subsistait de ses préventions d'autrefois, pas même le souvenir.
Ce monsieur, que naguère il n'arrivait pas à déchiffrer, lui parut le meilleur, le plus fin des hommes. Et comme par une étrange filiation, la belle-sœur de cet être exquis s'associait toujours dans son esprit à l'idée du mariage, il lui sembla que personne n'écouterait plus volontiers que ces dames le récit de son bonheur. Swiatkowski l'interrogea sur l'état de ses affaires, se refusant toujours à admettre que l'on pût innover quoi que ce fût en matière d'économie rurale, l'Europe en ayant depuis longtemps déterminé toutes les formes possibles. Cette fois-ci, Lévin, loin de se sentir froissé par cette thèse, la trouva fort plausible et admira la douceur, la délicatesse avec lesquelles Swiatkowski la soutenait. Les dames se montrèrent particulièrement aimables. Lévin crut comprendre qu'elles savaient tout, qu'elles prenaient part à sa joie, mais que par discrétion elles évitaient d'en parler. Il passa en leur compagnie 1 heure, puis 2, puis 3, abordant divers sujets qui se rapportaient tous à ses préoccupations du moment, sans remarquer qu'il ennuyait mortellement ses hôtes et qu'il tombait de sommeil. Enfin, Swiatkowski, ne sachant que penser des façons bizarres de son ami, le reconduisit en bâillant jusqu'à l'antichambre. Il était plus d'1 heure. Rentré à l'hôtel, Lévin s'épouvanta en songeant aux 10 heures qu'il lui restait encore à passer dans la solitude et l'impatience. Le garçon de service voulut se retirer après avoir allumé les bougies, mais Lévin l'arrêta. Ce personnage, qu'il connaissait à peine de nom, lui apparut soudain comme un fort brave homme, pas bête du tout et, ce qui valait mieux, plein de cœur. « Dis-moi, Yegor, lui demanda-t-il, cela doit être dur de veiller. Que voulez-vous, monsieur, c'est notre métier. Bien sûr, on a la vie plus douce dans une maison de maître, mais ici, on a plus de profit. » Il se trouva que Yegor avait 4 enfants, 3 garçons et une fille, laquelle était couturière et promise à un commis bourrelier. À ce propos, Lévin lui fit remarquer que le mariage devait reposer sur l'amour. Quand on aime, on est toujours heureux, car notre bonheur est en nous-mêmes. Yegor, qui écoutait attentivement, parut convaincu de cette vérité, mais il la confirma par une réflexion inattendue, à savoir que lorsqu'il avait servi de bon maître, il avait toujours été content d'eux et que son maître actuel, pour français qu'il fût, lui convenait parfaitement. Quelle bonne patte d'homme, songea Lévin. Et toi, Yegor, aimais-tu ta femme quand tu l'as épousée? Mais bien sûr, vous ne voudriez tout de même pas. Lévin remarqua que son exaltation avait gagné Yegor et que le brave garçon s'apprêtait à lui dévoiler ses sentiments les plus intimes. Voyez-vous, monsieur, commença-t-il, les yeux brillants, gagné par l'enthousiasme de Lévin, comme on l'est par la contagion du bâillement, j'ai eu, comme qui dirait, des aventures, dès mon plus jeune âge. Mais à ce moment, la sonnette retentit. Yegor sortit et Lévin se trouva seul. Bien qu'il eût à peine touché au dîner et refusé de souper chez Swiatkowski, il n'avait nullement faim. Après une nuit d'insomnie, il ne songeait pas à dormir, et malgré la température plutôt fraîche, il étouffait dans sa chambre. Il ouvrit tout grand les 2 vasistas et s'assit sur une table en face des fenêtres. Au-dessus des toits chargés de neige s'élevait la croix ajourée d'une église et plus haut le triangle du cocher dominé par l'éclat jaunâtre de la chèvre. Tout en aspirant l'air glacial, il laissait errer ses regards de la croix à l'étoile et donnait libre cours aux fantaisies du souvenir et de l'imagination. Un peu après 3 heures, des pas retentirent dans le corridor. Il entr'ouvrit sa porte et reconnut un certain Miaskin qui rentrait de son cercle, la mine sombre et le dos voûté. « Le malheureux !» se dit Lévin en l'entendant tousser, et des larmes de pitié lui mouillèrent les paupières. Il voulut le réconforter, mais se rappela à temps qu'il était en chemise. Il retourna se plonger dans l'air glacial et considérer cette croix de forme étrange dont le silence était pour lui gros de signification, et la belle étoile brillante qui montait à l'horizon. Vers 6 heures, les frotteurs commencèrent à faire du bruit, les cloches sonnèrent un office matinal, et Lévin sentit enfin les atteintes du froid. Il ferma les vasistas, fit sa toilette et sortit. Chapitre 15. Les rues étaient encore désertes quand Lévin arriva devant la maison des Tcherbatsky. Il trouva le portail fermé et tout le monde endormi. Il retourna à l'hôtel et demanda du café. Le garçon qui le lui apporta n'était plus Yegor. Néanmoins, Lévin engagea avec cet homme une conversation qu'un coup de sonnette vint brusquement interrompre. Il essaya de prendre son café, mais sans pouvoir avaler le morceau de brioche qu'il mit dans sa bouche. Il le cracha d'impatience, endossa de nouveau son pardessus et se retrouva peu après 9 heures devant le fameux portail. On venait seulement de se lever.
Le chef partait aux provisions. Il fallait se résoudre à attendre au moins 2 bonnes heures. Depuis la veille, Lévin vivait dans un complet état d'inconscience et comme en dehors des conditions matérielles de l'existence. Il n'avait ni mangé ni dormi, s'était exposé au froid pendant plusieurs heures presque sans vêtements, et néanmoins il se sentait frais, dispos, affranchi de toute servitude corporelle, capable des actes les plus extraordinaires comme de s'envoler dans les airs ou de faire reculer les murailles d'une maison. Pour calmer les affres de l'attente, il rôda dans les rues, consultant sa montre à chaque instant et laissant errer ses regards autour de lui. Ce qu'il vit ce jour-là, il ne devait jamais le revoir. Les enfants qui se rendaient à l'école, les pigeons au plumage changeant qui voletaient des toits au trottoir, les gâteaux saupoudrés de farine que mit en montre une main invisible, tout cela tenait du prodige. Un écolier courut vers les pigeons. L'un d'eux secoua les ailes et prit son vol, brillant au soleil à travers une fine poussière de neige, et un parfum de pain chaud s'exhala de la vitrine où apparurent les gâteaux. Tout cela réuni formait une scène si touchante que Lévin se prit à rire et à pleurer à la fois. Après avoir fait un grand tour, il regagna une seconde fois son hôtel, s'assit, posa sa montre devant lui et attendit qu'elle marquât midi. Ses voisins de chambre discutaient une affaire de machine en tout sautant d'une toux matinale. Les malheureux ne se doutaient pas que l'aiguille approchait de midi. Quand enfin elle atteignit le chiffre fatal, Lévin se précipita dans la rue. Aussitôt des cochers de fiacre qui évidemment savaient tout l'entourèrent avec des visages joyeux, se disputant l'honneur de le conduire. Il en choisit un et, pour ne pas froisser les autres, leur promit de les prendre une autre fois. Le gaillard lui parut délicieux avec sa blouse blanche qui ressortait du cafetan et faisait tache sur le cou rouge et vigoureux. Il avait un traîneau commode, plus élevé que les traîneaux ordinaires. Jamais Lévin ne retrouva son pareil. Attelé d'un bon petit cheval qui faisait de son mieux pour courir, mais qui n'avançait pas. Le cocher connaissait fort bien la maison de Tcherbatsky et, pour marquer à son client une considération toute particulière, il arrêta son cheval devant le portail suivant toutes les règles de l'art en criant « Oh !» et en arrondissant les bras. Le concierge devait, lui aussi, être au courant. Cela se voyait à son regard souriant, à la façon dont il dit « Il y a longtemps qu'on ne vous avait vu, Constantin Dmitrievitch. » Et non seulement il savait tout, mais il débordait d'allégresse et s'efforçait de cacher sa joie. En rencontrant le bon regard du vieillard, Lévin sentit une nuance nouvelle à son bonheur. Est-on levé ? Certainement. Donnez-vous la peine d'entrer. Laissez-nous cela ici, ajouta le bonhomme en souriant lorsque Lévin voulut revenir sur ses pas pour prendre sa toque. Ce mot lui parut gros de sens. À qui annoncerai-je, monsieur ? Demanda le valet de chambre. Bien qu'il appartînt de toute évidence aux nouvelles couches et affichât des prétentions à l'élégance, ce valet n'en était pas moins un excellent garçon qui devait avoir aussi tout compris. Mais à la princesse, au prince, à mademoiselle, répondit Lévin. La première personne qu'il aperçut fut mademoiselle Linon. Elle traversait le grand salon et ses boucles rayonnaient comme son visage. À peine lui eut-elle adressé quelques paroles qu'un frôlement un frôlement de robe se fit entendre près de la porte. Mademoiselle Linon disparut à ses regards, cependant qu'un effroi joyeux l'envahissait. La vieille institutrice se hâta de sortir, de petits pieds légers coururent sur le parquet et son bonheur, sa vie, la meilleure partie de lui-même s'approcha. Elle ne marchait point, une force invisible la portait vers lui. Il ne vit que 2 yeux limpides, brillants de cette même joie qui lui remplissait le cœur. Ses yeux, rayonnant de plus en plus près, l'aveuglaient presque de leur éclat. Elle lui posa ses 2 mains sur les épaules. Elle se donnait tout entière, tremblante et heureuse. Il la serra dans ses bras et leurs lèvres s'unirent. Elle aussi, après une nuit sans sommeil, l'avait attendu toute la matinée. Ses parents étaient contents et complètement d'accord. Elle avait guetté l'arrivée de son fiancé, voulant être la première à lui annoncer leur bonheur. Honteuse et confuse, elle ne savait trop comment mettre son projet à exécution. Aussi, en entendant les pas et la voix de Lévin, s'était-elle cachée derrière la porte pour attendre que mademoiselle Linon sortît. Alors, sans s'interroger davantage, elle était venue à lui. « Allons maintenant trouver maman, dit-elle en lui prenant la main.
Il fut longtemps sans pouvoir proférer un mot, non qu'il craignît d'amoindrir en parlant l'intensité de son bonheur, mais parce que, chaque fois qu'il voulait ouvrir la bouche, il sentait les larmes l'étouffer. Il lui prit la main et la baisa. « Est-ce vrai ?» dit-il enfin d'une voix étranglée. « Je ne puis croire que tu m'aimes. » Elle sourit de ce tu et de la crainte avec laquelle il la regarda. « Oui, répondit-elle en appuyant sur le mot. Je suis si heureuse. » Sans quitter sa main, elle l'entraîna au petit salon. En les apercevant, la princesse se prit, toute suffoquée, à pleurer et aussitôt après à rire. Puis, courant à Lévin avec une énergie dont il ne l'eût pas cru capable, elle le prit par la tête et l'embrassa en l'arrosant de ses larmes. « Ainsi tout est arrangé. Je suis contente. Aime-la bien. Je suis contente, Kitty. » « Vous êtes vite tombés d'accord, dit le prince, cherchant à paraître calme, malgré ses yeux embués de larmes. « Allons, continua-t-il en attirant Lévin vers lui, c'est une chose que je désirais depuis longtemps, depuis toujours. Et même quand cet écervelé s'est mis en tête. « Papa !» s'écria Kitty en lui fermant la bouche de ses mains. « C'est bon, je ne dirai rien, fit-il. Je suis très... Dieu que je suis bête. » Il prit Kitty dans ses bras, baisant son visage, ses mains et encore son visage, et finalement la bénit d'un signe de croix. Lévin éprouva un sentiment d'amour nouveau pour le vieux prince quand il vit avec quelle tendresse Kitty baisait longuement sa grosse main musculeuse. Chapitre 16. La princesse trônait dans son fauteuil, silencieuse et souriante. Le prince s'assit auprès d'elle. Kitty, debout près de son père, lui tenait toujours la main. Tout le monde se taisait. La princesse ramena la première leurs sentiments et leurs pensées aux questions de la vie réelle. Chacun d'eux en éprouva au premier moment une impression étrange et pénible. « Eh bien, il s'agit maintenant de fiancer ses enfants en bonne et due forme et d'annoncer le mariage. À quand la noce ? Qu'en penses-tu, Alexandre ?»« C'est à lui de décider, dit le prince en désignant Lévin. »« Si vous me demandez mon avis, répondit celui-ci en rougissant, le plus tôt sera le mieux. Aujourd'hui les fiançailles et demain la noce. » Voyons, mon cher, ne dites pas de bêtises. Eh bien, dans 8 jours. Il devient fou, ma parole. Mais pourquoi pas ? Et le trousseau, dit la mère que cette impatience fit sourire. Est-il possible qu'un trousseau et tout le reste soient indispensables ? Pensa Lévin avec effroi. Après tout, ni le trousseau, ni les fiançailles, ni le reste ne pourront gâter mon bonheur. Un coup d'œil à Kitty lui prouva que l'idée du trousseau ne la froissait aucunement. Il faut croire que c'est nécessaire, se dit-il. Je n'y entends rien, j'ai simplement exprimé mon désir, murmura-t-il en s'excusant. Nous y réfléchirons. Annonçons toujours le mariage. La princesse se leva, embrassa son mari et voulut s'éloigner, mais il la retint pour l'embrasser en souriant à plusieurs reprises, comme un jeune amoureux. Les deux vieux époux semblaient troublés et prêts à croire qu'il s'agissait d'eux et non point de leur fille. Quand ils furent partis, Lévin tendit la main à sa fiancée. Il avait repris possession de lui-même et recouvré l'usage de la parole. Et pourtant, toutes ces choses qu'il avait sur le cœur, il se sentit impuissant à les exprimer. « Je savais que cela serait ainsi, affirma-t-il. Sans avoir jamais osé l'espérer, j'en étais convaincu au fond de l'âme. Mon destin le voulait. »« Et moi, répondit Kitty, alors même. » Elle s'arrêta un instant, puis continua en le regardant résolument de ses yeux sincères. « Alors même que je repoussais mon bonheur, je n'ai jamais aimé que vous. J'ai cédé à un entraînement. Je crois de mon devoir de vous le dire. Pourrez-vous l'oublier ? Peut-être vaut-il mieux qu'il en ait été ainsi. Vous aurez aussi à me pardonner certaines choses, car je dois vous avouer que il s'était résolu, c'était ce qu'il avait sur le cœur, à lui confesser dès les premiers jours d'abord qu'il n'était pas aussi pur qu'elle, puis qu'il n'était pas croyant. Pour douloureux qu'ils fussent, il pensait de son devoir de lui faire ses aveux. « Non, pas maintenant, plus tard, décida-t-il. Soit, mais dites-moi tout, je ne crains rien, je veux tout savoir. Il est bien entendu que vous me prenez telle que je suis, n'est-ce pas ? Vous ne vous dédirez plus ? Non. » Leur conversation fut interrompue par mademoiselle Linon, qui vint avec un sourire doucereux complimenter son élève préférée. Elle n'avait pas encore quitté le salon que les domestiques voulurent à leur tour offrir leurs félicitations. Ce fut ensuite un défilé de parents. Ainsi débuta cette période bienheureuse et absurde dont Lévin ne fut quitte que le lendemain de son mariage. Bien qu'il se sentît de plus en plus mal à l'aise, son bonheur n'en allait pas moins croissant. On exigeait de lui des choses qui ne lui seraient jamais venues à l'esprit, et il prenait plaisir à s'exécuter.
Il s'était figuré que si ses fiançailles ne sortaient pas absolument des traditions ordinaires, sa félicité en serait atteinte. Mais bien qu'il fît exactement ce que chacun faisait en pareil cas, cette félicité prenait des proportions extraordinaires. Maintenant, insinua mademoiselle Linon, nous aurons quantité de bonbons. Et Lévin courait acheter des bonbons. Tous mes compliments, lui dit Swiaczki. Je vous conseille de prendre vos bouquets chez Fomine. Ah, vraiment, c'est nécessaire. Et il courait chez Fomine. Son frère fut d'avis qu'il devait emprunter de l'argent pour les cadeaux et les dépenses du moment. Comment? Il faut des cadeaux? Et il courait chez Fulda. Chez le confiseur, chez Fomine, chez Fulda, chacun semblait l'attendre, chacun semblait heureux et triomphant comme lui. C'était là d'ailleurs le sentiment général. Et, chose remarquable, son enthousiasme était partagé de ceux mêmes qui autrefois lui avaient paru froids et indifférents. On l'approuvait en tout, on traitait son amour avec une délicatesse infinie, on le croyait sur parole quand il se prétendait l'être le plus heureux de la terre parce que sa fiancée était la perfection même. Kitty éprouvait des impressions analogues. La comtesse Nordstone s'étant permis une allusion aux espérances plus brillantes qu'elle avait conçues pour son amie, Kitty se mit en colère et défendit si âprement la supériorité de Lévin que la comtesse dut convenir qu'elle avait raison. Et depuis lors, elle ne rencontra jamais Lévin en présence de son amie sans lui adresser un sourire d'admiration. Un des incidents les plus pénibles de cette époque de leur vie fut celui des explications promises. Sur la vie du prince, Lévin remit à Kitty un journal écrit jadis à l'intention de celle qui l'épouserait. Des deux points délicats qui le préoccupaient, son incrédulité fut celui qui passa presque inaperçu. Croyant elle-même et incapable de mettre en doute les vérités de sa religion, le prétendu manque de foi de son fiancé laissa Kitty indifférente. Ce cœur, que l'amour lui avait fait connaître, renfermait ce qu'elle avait besoin d'y trouver. Peu lui importait qu'il qualifiât d'incrédulité l'état de son âme. Mais le second aveu lui fit verser des larmes amères. Lévin ne s'était résolu à cette confession qu'après un grand combat intérieur et parce qu'il ne voulait pas de secret entre eux. Mais il ne s'était pas suffisamment rendu compte de l'impression que cette lecture laisserait à une jeune fille. L'abîme qui séparait de cette pureté de colombe son abominable passé lui apparut lorsque, entrant un soir dans la chambre de Kitty avant d'aller au spectacle, il vit son charmant visage baigné de larmes. Il comprit alors le mal irréparable dont il était cause et en fut épouvanté. « Reprenez ces horribles cahiers, dit-elle en repoussant les feuilles posées sur sa table. Pourquoi me les avez-vous donnés ? Après tout, cela vaut mieux, ajouta-t-elle, prise de pitié à la vue du désespoir de Lévin. Mais c'est affreux, affreux. Il baissa la tête, incapable d'un mot de réponse. Vous ne me pardonnerez pas, murmura-t-il. Si, j'ai pardonné, mais c'est affreux. Cet incident n'eut cependant pas d'autre effet que d'ajouter une nuance de plus à son immense bonheur. Il en comprit encore mieux le prix après ce pardon dont il se sentait indigne. Chapitre 17. En regagnant son appartement solitaire, Alexis Alexandrovitch se remémora involontairement les conversations de la soirée. Les supplications de Daria Alexandrovna n'avaient réussi qu'à lui donner du dépit. Appliquer, sans connaissance suffisante de cause, les préceptes de l'Évangile à une situation comme la sienne lui semblait entreprise hasardeuse. D'ailleurs, cette question, il l'avait jugée par la négative. Une phrase s'était en revanche profondément gravée dans son souvenir et c'était celle de l'honnête imbécile de Tourovtsine. Il s'est bien conduit, il a provoqué son rival et il l'a tué. Évidemment, tout le monde avait approuvé cette conduite, et si on ne l'avait pas proclamée ouvertement, c'était par pure politesse. Après tout, se dit-il, à quoi bon songer à ces choses? La question n'est-elle pas résolue? Comme il rentrait chez lui, il s'enquit de son domestique auprès du portier, qui l'accompagnait respectueusement. Apprenant que le drôle était sorti, il se fit servir du thé et se plongea dans l'étude de l'indicateur. Ses devoirs professionnels l'absorbaient de nouveau tout entier. Le domestique ne tarda pas à rentrer. « Votre Excellence voudra bien m'excuser, dit le valet, j'étais sorti pour un moment. On vient d'apporter 2 dépêches. » Alexis Alexandrovitch en ouvrit une. Elle lui annonçait la nomination de Stremov à la place que lui-même convoitait. Karénine rougit, jeta le télégramme et se prit à marcher dans la pièce. « Quos vul perdere Jupiter de beltat » se dit-il.
entendant par quos tous ceux qui avaient contribué à cette nomination. Il était moins contrarié d'avoir subi un passe-droit que de voir à cette place un bavard, un phraseur comme Stremoff. Ne comprenait-il pas que pareil choix compromettait leur prestige? Sans doute quelques nouvelles du même genre, pensa-t-il avec amertume en ouvrant la seconde dépêche. Elle était de sa femme. La signature Anna au crayon bleu lui sauta aux yeux. Je meurs, je vous supplie d'arriver, je mourrai plus tranquille si j'ai votre pardon. Il lut ces mots avec un sourire de mépris et repoussa le papier. Quelque nouvelle ruse, telle fut sa première impression. Il n'est pas de supercherie dont elle ne soit capable. Elle doit être sur le point d'accoucher. Mais quel peut être leur but? Rendre légale la naissance de l'enfant? Me compromettre? Empêcher le divorce? Mais que signifie ce « je meurs » ? Il relut la dépêche et cette fois-ci le sens réel de son contenu le frappa. Si c'était vrai pourtant, si la souffrance, l'approche de la mort l'amenait à un repentir sincère. En ne répondant pas à son appel, je serais non seulement cruel mais maladroit et je me ferais sévèrement juger. « Pierre, une voiture, je pars pour Pétersbourg » cria-t-il à son domestique. Alexis Alexandrovitch était résolu à revoir sa femme, quitte à repartir aussitôt si la maladie était feinte. Dans le cas contraire, il pardonnerait, et s'il arrivait trop tard, au moins pourrait-il lui rendre les derniers devoirs. Cette décision prise, il n'y pensa plus pendant le voyage. Et quant au petit jour, fatigue de sa nuit en chemin de fer, fatigué de sa nuit en chemin de fer, il suivait la perspective encore déserte. Ses yeux tentaient de percer le brouillard matinal sans que son esprit voulût réfléchir à ce qui l'attendait chez lui. Y songeait-il involontairement qu'aussitôt il cédait à l'idée persistante que cette mort couperait court à toutes les difficultés. Des boulangers, des fiacres attardés, des concierges balayant les trottoirs, des boutiques fermées passaient comme un éclair devant ses yeux. Il remarquait tout et cherchait à étouffer l'espérance qu'il se reprochait de concevoir. Arrivé devant sa maison, il aperçut un fiacre et une voiture de maître avec un cocher endormi arrêté à sa porte. Dans le vestibule, Alexis Alexandrovitch fit encore un effort sur lui-même et arracha du coin le plus reculé de son cerveau une décision qui pouvait se formuler ainsi. Si elle me trompe, j'observerai un calme méprisant et je repartirai. Si elle a dit vrai, je respecterai les convenances. Avant même qu'il eût sonné, le Suisse Petrov, alias Kapitonitch, ouvrit la porte. Sans cravate, vêtu d'une vieille redingote et chaussé de pantoufles, le bonhomme avait un air étrange. « Comment va madame ?»« Madame est heureusement accouchée hier. » Alexis Alexandrovitch s'arrêta tout pâle. Il comprenait combien il avait vivement souhaité cette mort. Mais sa santé. Corneille, en tenue du matin, descendait précipitamment l'escalier. « Madame va très mal, répondit-il. Une consultation a eu lieu hier soir et le docteur est ici en ce moment. Occupe-toi de mes bagages, dit Karénine, un peu soulagée en apprenant que tout espoir de mort n'était pas perdu. Il gagna l'antichambre et remarquant en porte-manteau un manteau d'uniforme. Qui est ici demanda-t-il. Le docteur, la sage-femme et le comte Vronsky. Il n'y avait personne au salon. Le bruit de ses pas fit sortir du boudoir une personne dont le bonnet s'ornait de rubans mauves. C'était la sage-femme. Elle vint à lui et le prenant par la main avec la familiarité que donne le voisinage de la mort, elle l'entraîna vers la chambre à coucher. « Dieu merci, vous voilà, dit cette femme. Elle ne parle que de vous, toujours de vous. De la glace, vite, de la glace, demandait dans la chambre à coucher la voix impérative du médecin. Dans le boudoir, assis près du bureau sur une petite chaise basse, Vronsky pleurait, le visage dans ses mains. Il tressaillit à la voix du médecin, découvrit sa figure et se trouva devant Karénine. Cette vue le troubla tellement qu'il se laissa retomber en renfonçant sa tête dans ses épaules, comme s'il eût espéré disparaître. Cependant, un grand effort de volonté le remit sur pied. « Elle se meurt, dit-il. Les médecins assurent que tout espoir est perdu. Je suis à vos ordres, mais accordez-moi la permission de rester ici. Je me conformerai d'ailleurs à votre volonté. » Devant les larmes de Vronsky, Alexis Alexandrovitch ne put résister aux troubles que lui causait toujours la vue des souffrances d'autrui. Il détourna la tête sans répondre et se dirigea vers la chambre à coucher. La voix d'Anna s'y faisait entendre, vive, gaie, avec des intonations très nettes. Karénine entra et s'approcha du lit. Elle avait le visage tourné vers lui, les joues animées, les yeux brillants.
Ses petites mains blanches, sortant des manches de sa camisole, jouaient avec le coin de la couverture. Elle semblait non seulement fraîche et bien portante, mais dans la disposition d'esprit la plus heureuse. Elle parlait vite et haut, en accentuant les mots avec beaucoup de précision. Car Alexis, je parle d'Alexis Alexandrovitch, n'est-il pas étrange et cruel que tous deux se nomment Alexis ? Alexis ne m'aurait pas refusé. J'aurais oublié, il aurait pardonné. Pourquoi n'arrive-t-il pas ? Il est bon, il ignore lui-même combien il est bon. Ah, mon Dieu, quelle angoisse ! Donnez-moi vite de l'eau, mais ce ne sera pas bon pour ma petite. Alors donnez-lui une nourrice, j'y consens, cela vaut même mieux. Quand il viendra, elle lui ferait mal à voir. Éloignez-la. Anna Arkadievna, il est arrivé, le voilà, dit la sage-femme en essayant d'attirer son attention sur Alexis Alexandrovitch. Quelle folie, continua Anna sans voir son mari. Donnez-moi la petite, donnez-la. Il n'est pas encore arrivé. Si vous prétendez qu'il se montrera inflexible, c'est que vous ne le connaissez pas. Personne ne le connaissait, sauf moi. Encore, vers la fin, m'était-ce devenu douloureux. Ses yeux, il faut les connaître. Ceux de Serge sont tout pareils. C'est pourquoi je ne puis plus les voir. A-t-on fait dîner Serge ? Je suis sûre que personne ne songe à ce petit. Lui ne l'aurait pas oublié. Qu'on transporte Serge dans la chambre du coin et que Mariette couche auprès de lui. Soudain, elle se ramassa sur elle-même, prit un air effrayé et porta les bras à la hauteur de son visage, comme pour parer un coup. Elle avait reconnu son mari. Non, non, reprit-elle, ce n'est pas lui que je crains, c'est la mort. Alexis, approche-toi. Je me dépêche parce que le temps manque, je n'ai plus que quelques minutes à vivre, la fièvre va reprendre et je ne comprendrai plus rien. Maintenant je comprends tout et je vois tout. Le visage ridé d'Alexis Alexandrovitch exprima une vive souffrance. Il lui prit la main et voulut parler, mais sa lèvre inférieure tremblait si fort qu'il ne put articuler un mot. Son émotion lui permettait tout au plus de jeter de temps à autre un regard sur la gisante, et chaque fois il voyait ses yeux fixés sur lui avec une douceur, une tendresse exaltée qu'il ne leur connaissait point. « Attends, tu ne sais pas. Attendez. » Elle s'arrêta, cherchant à rassembler ses idées. « Oui, voilà ce que je voulais dire. Ne t'étonne pas, je suis toujours la même. Mais il y en a une autre en moi dont j'ai peur. C'est elle qui l'a aimé, lui. Je voulais te haïr, mais je ne pouvais oublier celle que j'étais autrefois. Maintenant je suis moi, tout entière, vraiment moi, pas l'autre. Je meurs. Je sais que je meurs, demande-le lui. Je m'en rends compte moi-même. Les voilà, ces poids terribles, aux mains, aux pieds, aux doigts. Mes doigts, ils sont énormes. Mais tout cela finira vite. Une seule chose m'est indispensable. Pardonne-moi tout à fait. Je suis criminelle, mais il y a une sainte martyre. Comment donc s'appelait-elle ? La bonne de Serge m'a parlé d'elle, qui était pire que moi. J'irai à Rome, il y a là un désert, je n'y gênerai personne, je ne prendrai que Serge et ma petite. Non, tu ne veux pas me pardonner. Je sais que c'est impossible. Va-t'en, tu es trop parfait. Elle le tenait d'une de ses mains brûlantes et l'éloignait de l'autre. Le trouble d'Alexis Alexandrovitch devenait si fort qu'il ne se défendit plus. Il sentit même cette émotion se transformer en une sorte d'apaisement moral qui lui parut une béatitude insoupçonnée. Il n'avait pas cru que cette religion chrétienne, qu'il avait prise pour règle de sa vie, lui prescrivait le pardon des offenses et l'amour de ses ennemis. Et voici qu'un exquis sentiment d'amour et de pardon emplissait son âme. Agenouillé près du lit, le front appuyé à ce bras dont la fièvre le brûlait au travers de la camisole, il sanglotait comme un enfant. Elle se pencha vers lui, entoura de son bras la tête chauve de son mari et leva les yeux avec un air de défi. « Le voilà, je le savais bien. Adieu maintenant. Adieu à tous. Les voilà revenus. Pourquoi ne s'en vont-ils pas ? Ôtez-moi donc toutes ces fourrures. » Le médecin la recoucha doucement sur ses oreillers en ayant soin de lui couvrir les bras et les épaules. Anna se laissa faire sans résistance, le regard fixé devant elle. « Rappelle-toi que je n'ai demandé que ton pardon. Je ne demande rien de plus. »« Mais pourquoi donc, lui, ne vient-il pas ?» dit-elle vivement en regardant du côté de la porte. « Viens, donne-lui la main !» Vronsky s'approcha du pied du lit et en revoyant Anna, il se cacha de nouveau le visage dans ses mains. « Découvre ton visage, dit-elle, regarde-le, c'est un saint. »« Mais découvre donc ton visage, répéta-t-elle d'un ton irrité. Alexis Alexandrovitch, découvrez-lui le visage, je veux le voir. » Alexis Alexandrovitch prit les mains de Vronsky
et découvrit son visage défiguré par la souffrance et l'humiliation. « Donne-lui la main, pardonne-lui. » Alexis Alexandrovitch tendit la main sans chercher à retenir ses larmes. « Dieu merci, me voilà prête. Il ne me reste qu'à étendre un peu les jambes, comme cela. C'est très bien. Que ces fleurs sont donc laides. Elles ne ressemblent pas à des violettes, dit-elle en désignant les tentures de sa chambre. Mon Dieu, quand cela finira-t-il? Donnez-moi de la morphine. Docteur, de la morphine. Mon Dieu. Elle s'agita sur son lit. Les médecins conservaient peu d'espoir, la fièvre puerpérale ne pardonnant presque jamais. La journée se passa dans le délire et l'inconscience. Vers minuit, la malade n'avait presque plus de pouls. On attendait la fin d'une minute à l'autre. Vronsky rentra chez lui, mais il retourna le lendemain prendre des nouvelles. Alexis Alexandrovitch vint à sa rencontre dans l'antichambre et lui dit « Restez, peut-être vous demandera-t-elle. » Puis il le mena lui-même dans le boudoir de sa femme. Dans la matinée, l'agitation, la vivacité des pensées et des paroles reparurent pour se terminer encore par un état d'inconscience. Le troisième jour offrit le même caractère et les médecins reprirent espoir. Ce jour-là, Karénine entra dans le boudoir où se tenait Vronsky, ferma la porte et s'assit en face de lui. « Alexis Alexandrovitch, dit Vronsky, qui sentait venir une explication. Je suis pour le moment incapable de parler et de comprendre. Ayez pitié de moi. Quelle que soit votre souffrance, croyez bien que la mienne est encore plus terrible. » Il fit mine de se lever, mais Alexis Alexandrovitch le retint et lui dit « Veuillez m'écouter, c'est indispensable. Je me vois contraint de vous expliquer la nature des sentiments qui me guident et me guideront encore, afin de vous épargner toute erreur par rapport à moi. Vous savez que j'étais résolue au divorce et que j'avais fait les premières démarches pour l'obtenir. Il faut l'avouer, après de longues hésitations. Mais le désir de me venger d'elle et de vous avait fini par lever mes scrupules. La fatale dépêche ne changea rien à mes dispositions. Bien plus, en venant ici, je souhaitais sa mort. Mais il se tut un instant, balançant de lui dévoiler le sentiment qui le faisait agir. Mais, reprit-il, je l'ai revu et je lui ai pardonné. Le bonheur de pouvoir pardonner m'a clairement montré mon devoir. J'ai pardonné sans restriction. Je tends l'autre joue au soufflet, je donne mon dernier vêtement à celui qui me dépouille. Je ne demande qu'une chose à Dieu, de me conserver la joie du pardon. Les larmes remplissaient ses yeux. Son regard lumineux et calme frappa Vronsky. Voilà mon attitude. Vous pouvez me traîner dans la boue et me rendre la risée du monde, mais je n'abandonnerai pas pour autant Anna et vous n'entendrez pas un mot de reproche de moi. Mon devoir est nettement tracé. Je dois rester avec elle, je resterai. Si elle désire vous voir, je vous ferai prévenir, mais je crois que pour le moment, il vaut mieux vous éloigner. Des sanglots étouffaient sa voix. Il se leva. Vronsky fit de même, courbé en deux et le regardant en dessous. Incapable de comprendre les mobiles qui dirigeaient Karénine, il s'avouait cependant que c'étaient là des sentiments d'un ordre supérieur et qui ne cadraient guère avec le code de convenance auquel il obéissait d'ordinaire. Chapitre 18. Quand, après cet entretien, Vronsky sortit de l'hôtel de Karénine, il s'arrêta sur le seuil, se demandant où il était et ce qu'il avait à faire. Humilié et confus, il se sentait privé de tout moyen de laver sa honte, jeté hors de la voie où il avait jusque-là marché avec tant d'aisance et d'orgueil. Toutes les règles qui avaient servi de base à sa vie et qu'il croyait inattaquables se révélaient fausses et mensongères. Le mari trompé, ce triste personnage qu'il avait considéré comme un obstacle accidentel et parfois comique à son bonheur, venait d'être élevé par elle, à une hauteur qui inspirait le respect et, au lieu de paraître ridicule, s'était montré simple, grand et généreux. Les rôles étaient intervertis. Vronsky ne pouvait se le dissimuler. Il sentait la grandeur, la droiture de Karénine et sa propre bassesse. Ce mari trompé apparaissait magnanime dans sa douleur, tandis que lui-même se jugeait petit et misérable.
Toutefois, ce sentiment d'infériorité à l'égard d'un homme qu'il avait si injustement méprisé n'entrait que pour une faible part dans son accablement. Ce qui causait son désespoir, c'était la pensée de perdre Anna pour toujours. Sa passion, qu'il avait cru un moment refroidie, s'était réveillée plus violente que jamais. La maladie de sa maîtresse lui avait appris à la mieux connaître, et il s'imaginait ne l'avoir encore jamais aimée. Et maintenant qu'il la connaissait et l'aimait réellement, il allait la perdre en laissant de lui à cette femme adorée le souvenir le plus abject, le plus humiliant. Il se rappelait avec horreur le moment ridicule et odieux où Alexis Alexandrovitch lui avait découvert le visage, tandis qu'il le cachait de ses mains. Immobile sur le seuil de l'hôtel, il semblait n'avoir plus conscience de ses actes. « Appellerai-je un fiacre » demanda le Suisse. « C'est cela, oui, un fiacre. » Rentré chez lui, Vronsky, épuisé par 3 nuits d'insomnie, s'étendit sans se déshabiller sur un divan. Sa tête, lourde de fatigue, reposait sur ses bras croisés. Les réminiscences, les pensées, les impressions les plus étranges se succédaient dans son esprit avec une rapidité, une lucidité extraordinaires. Tantôt il se voyait donnant une potion à la malade et faisant déborder la cuillère, tantôt il apercevait les mains blanches de la sage-femme ou encore la singulière attitude d'Alexis Alexandrovitch agenouillé par terre près du lit. Dormir, oublier, se disait-il avec la calme résolution de l'homme bien portant, sûr de pouvoir, en cas de fatigue, s'endormir à volonté. Et de fait, ses idées s'embrouillèrent. Il se sentit tomber dans l'abîme de l'oubli. Il allait sombrer dans l'inconscient quand soudain il tressaillit de tout le corps, comme sous l'action d'une violente secousse électrique, et se trouva projeté sur les genoux, les yeux aussi ouverts que s'il n'eût pas songé à dormir. Toute lassitude avait disparu. « Vous pouvez me traîner dans la boue. » Ces mots d'Alexis Alexandrovitch résonnaient à son oreille. Il le voyait devant lui. Il voyait aussi le visage enfiévré d'Anna et ses regards enflammés se posant avec tendresse non plus sur lui, mais sur son mari. Il voyait la grimace stupide qui avait contracté son visage lorsque Karénine l'avait découvert. Et devant l'horreur de cette vision, il ferma les yeux et se rejeta en arrière. « Dormez, oubliez » se répéta-t-il. Alors, malgré ses yeux fermés, le visage d'Anna, tel qu'il s'était montré à lui le soir mémorable des courses, surgit dans les ténèbres avec une surprenante précision. « C'est impossible, cela ne sera pas. Elle désire m'effacer de son souvenir. Et pourtant je ne puis vivre sans cela. Comment nous réconcilier ? Comment nous réconcilier ?» Il prononça ces mots tout haut et se prit à les répéter inconsciemment. Pendant quelques secondes, cette répétition machinale empêcha le renouvellement des images qui assiégeaient son cerveau. Mais bientôt, les doux moments du passé et les humiliations récentes reprirent tout leur empire. « Découvre ton visage » disait la voix d'Anna. Il écartait les mains et sentait à quel point il avait dû paraître humilié et ridicule. Il demeura longtemps étendu de la sorte, cherchant le sommeil sans espoir de le trouver et murmurant quelques bribes de phrases pour écarter de nouvelles hallucinations. Il écoutait sa propre voix répéter dans un murmure de démence. « Tu n'as pas su l'apprécier, tu n'as pas su profiter. Tu n'as pas su l'apprécier, tu n'as pas su profiter. » Que m'arrive-t-il ? Deviendrai-je fou ? Se demanda-t-il. Peut-être. Pourquoi devient-on fou et pourquoi se donne-t-on la mort ? Et tout en se répondant à lui-même, il ouvrit les yeux et aperçut avec surprise à côté de lui un coussin brodé par sa belle-sœur Varia. Il chercha, en jouant avec le gland du coussin, à fixer dans sa pensée le souvenir de cette charmante femme, à se remémorer la dernière visite qu'il lui avait faite. Mais une idée étrangère à celle qui le torturait était un martyr de plus. Non, il faut dormir. Et approchant le coussin de sa tête, il s'y appuya et il fit effort pour tenir ses yeux fermés. Soudain, il se rassit en tressaillant encore. Tout est fini pour moi. Que me reste-t-il à faire ? Et son imagination lui représenta vivement la vie sans Anna. L'ambition, Serpukhowskoï, le monde, la cour. Tout cela pouvait avoir un sens autrefois, mais n'en avait plus maintenant. Il se leva, enleva sa tunique, dénoua sa ceinture pour permettre à sa large poitrine de respirer plus librement et se prit à arpenter la pièce. C'est ainsi qu'on devient fou, c'est ainsi qu'on se donne la mort, se répétait-il, pour s'épargner la honte, ajouta-t-il lentement, pour s'épargner la honte.
ajouta-t-il lentement. Il alla vers la porte, qu'il ferma, puis, le regard fixe et les dents serrées, il s'approcha de son bureau, prit un revolver, l'examina, l'arma et réfléchit. Il resta 2 minutes immobile, la tête baissée et le revolver à la main, en proie à une profonde méditation. Certainement, proféra-t-il enfin, et cette décision semblait le résultat logique d'une suite d'idées nettes et précises. Mais au fond, il tournait toujours dans le même cercle d'impressions et de souvenirs. Bonheur perdu, avenir impossible, honte écrasante, que depuis 1 heure il parcourait pour la 100e fois. Certainement, répéta-t-il en voyant revenir une fois de plus l'éternel défilé. Alors, appuyant le revolver du côté gauche de sa poitrine, il contracta nerveusement sa main et pressa la détente. Il ne perçut aucune détonation, mais le coup violent qu'il reçut dans la poitrine le fit tomber. Il chercha vainement à se retenir à l'angle du bureau, vacilla, lâcha le revolver et s'affaissa, jetant autour de lui des regards effarés. Les pieds contournés du bureau, la corbeille à papier, la peau de tigre sur le sol, il ne reconnaissait rien. Les pas de son domestique qui traversait le salon l'obligèrent à se maîtriser. Il finit par comprendre qu'il était par terre, et en voyant du sang sur sa main et sur la peau de tigre, il eut conscience de ce qu'il avait fait. « Quelle sottise ! Je me suis manqué, murmura-t-il en cherchant de la main le revolver qu'il ne vit pas tout près de lui. Il s'épuisa en vains efforts, perdit l'équilibre et retomba, baigné dans son sang. Le valet de chambre, un personnage élégant qui portait favoris et se plaignait volontiers à ses amis de la délicatesse de ses nerfs, fut si terrifié à la vue de son maître qu'il le laissa gisant et courut chercher du secours. Au bout d'1 heure, Varia, la belle-sœur de Vronsky, arriva et, avec l'aide de 3 médecins qu'elle avait fait quérir aux 3 bouts de la ville et qui arrivèrent tous en même temps, elle réussit à coucher le blessé dont elle se constitua la garde malade. Chapitre 19. Alexis Alexandrovitch n'avait pas prévu que sa femme ferait preuve d'un repentir sincère, qu'elle obtiendrait son pardon et se rétablirait. 2 mois après son retour de Moscou, cette erreur lui apparut dans toute sa gravité. Elle provenait d'ailleurs moins d'un manque de calcul que d'une méconnaissance de son propre cœur. Près du lit de sa femme mourante, il s'était pour la première fois de sa vie abandonné à ce sentiment de commisération pour les douleurs d'autrui contre lequel il avait toujours lutté comme on lutte contre une dangereuse faiblesse. Le remords d'avoir souhaité la fin d'Anna, la pitié qu'elle lui inspirait et par-dessus tout le bonheur même du pardon, avaient transformé ses angoisses morales en une paix profonde et changé une source de souffrance en une source de joie. Tout ce que dans sa haine et sa colère il avait jugé inextricable devenait clair et simple maintenant qu'il aimait et pardonnait. Il avait pardonné à sa femme et il la plaignait à cause de ses souffrances et de son repentir. Il avait pardonné à Vronsky et il le plaignait également depuis qu'il avait eu vent de son acte de désespoir. Il plaignait son fils, et plus qu'auparavant, car il se reprochait de l'avoir négligé. Quant à la nouveau-née, il éprouvait pour elle plus que de la pitié, une véritable tendresse. En voyant cette fillette débile, négligée pendant la maladie de sa mère, il l'avait grâce à ses soins arrachée à la mort et s'était attaché à elle sans y prendre garde. La bonne et la nourrice le voyaient entrer plusieurs fois par jour dans la chambre des enfants et, intimidé d'abord, s'étaient habitués à sa présence. Il restait parfois une demi-heure à contempler le visage ratatiné, duveteux, safrané de l'enfant qui n'était pas le sien, à suivre les mouvements de son front plissé, à le voir se frotter le nez et les yeux du revers de ses petites mains potelées aux doigts repliés. Dans ces moments-là, Alexis Alexandrovitch se sentait tranquille, en paix avec lui-même et ne voyait rien d'anormal à sa situation. Et cependant, plus il allait, plus il se rendait compte que cette situation, pour naturelle qu'elle lui parut, on ne lui permettait pas de s'en contenter. En dehors de la sublime force morale qui le guidait intérieurement, il sentait l'existence d'une autre force brutale, tout aussi puissante sinon davantage, qui dirigeait sa vie malgré lui et ne lui accorderait pas la paix tant désirée. Tout le monde semblait interroger son attitude, se refuser à la comprendre et attendre de lui quelque chose de différent.
Quant à ses rapports avec sa femme, il manquait de naturel et de stabilité. Lorsque l'attendrissement causé par l'approche de la mort eut cessé, Alexis Alexandrovitch remarqua bientôt qu'Anna le craignait, qu'elle redoutait sa présence et n'osait ni le regarder en face, ni lui parler à cœur ouvert. Pressentant sans doute la courte durée des relations actuelles, elle paraissait elle aussi attendre quelque chose de son mari. Vers la fin de février, la petite fille, à qui on avait donné le nom de sa mère, tomba malade. Alexis Alexandrovitch l'avait vue un matin avant de se rendre au ministère et avait fait guérir le médecin. En rentrant un peu après 3 heures, il aperçut dans l'antichambre un flandrin de laquais dont la livrée s'ornait d'une peau d'ours et qui tenait sur le bras une rotonde de chien-loup. « Qui est là » demanda-t-il. « La princesse Elisabeth Fyodorovna Tverkoy » répondit l'homme, et Alexis Alexandrovitch crut s'apercevoir qu'il souriait. Durant cette pénible période, Karénine avait noté de la part de leurs relations mondaines, surtout féminines, un intérêt très particulier pour sa femme et pour lui. Il remarquait chez tous cette joie mal dissimulée qu'il avait lue dans les yeux de l'avocat et qu'il retrouvait dans ceux du faquin. S'informait-on de sa santé, ses interlocuteurs lui semblaient tous ravis, comme s'ils allaient marier quelqu'un. La présence de la princesse ne pouvait être agréable à Alexis Alexandrovitch. Il ne l'avait jamais aimée et elle lui rappelait de fâcheux souvenirs. Aussi gagna-t-il tout droit l'appartement des enfants. Dans la première pièce, Serge, couché sur la table et les pieds sur une chaise, dessinait en bavardant gaiement. Assise près de lui, la gouvernante anglaise, qui remplaçait la française retenue près d'Anna, travaillait à un ouvrage au crochet. Dès qu'elle vit entrer Karénine, elle se leva, fit une révérence et remit Serge sur ses pieds. Alexis Alexandrovitch caressa la tête de son fils, répondit aux questions de la gouvernante sur la santé de madame et demanda l'opinion du médecin sur l'état de Baby. « Le docteur n'a rien trouvé de fâcheux, monsieur. Il a ordonné des bains. »« Elle souffre cependant, dit Alexis Alexandrovitch, écoutant crier l'enfant dans la chambre voisine. »« Je crois, monsieur, que la nourrice n'est pas bonne, répondit l'anglaise d'un ton convaincu. »« Qu'est-ce qui vous le fait croire ?»« J'ai vu cela chez la comtesse Paul, monsieur. On soignait l'enfant avec des médicaments, tandis qu'il souffrait simplement de la faim. La nourrice manquait de lait. » Alexis Alexandrovitch réfléchit et, au bout de quelques instants, entra dans la seconde pièce. La fillette criait, couchée sur les bras de sa nourrice, la tête renversée et refusant le sein. Ni la bonne ni la nourrice ne parvenaient à la calmer. « Cela ne va pas mieux » demanda Alexis Alexandrovitch. « Elle est très agitée » répondit la bonne à mi-voix. « Miss Edward prétend que la nourrice manque de lait. »« Je le crois aussi, Alexis Alexandrovitch. »« Pourquoi ne l'avoir pas dit ?»« À qui le dire ? Anna Arkadievna est toujours malade » répondit d'un ton bourru la brave femme qui était depuis longtemps dans la maison. Et cette phrase toute simple parut à Karénine une nouvelle allusion à sa position. L'enfant criait de plus en plus fort, perdant haleine et s'enrouant. La bonne eut un geste d'impatience et, reprenant la petite à la nourrice, elle se mit à la bercer en marchant. Il faudra dire au médecin qu'il veuille bien examiner la nourrice. Craignant de perdre sa place, la nourrice, une femme de robuste apparence et vêtue de beaux atours, se recouvrit la poitrine en marmonnant quelques mots incompréhensibles. L'idée qu'on pût la soupçonner de manquer de lait lui arracha un sourire de dédain que Karénine prit de nouveau à son compte. « Pauvre petite, dit la bonne, qui s'efforçait de calmer la fillette. Alexis Alexandrovitch s'assit et suivit quelque temps d'un air accablé la promenade de la bonne. Quand enfin celle-ci se fut éloignée après avoir remis l'enfant dans le berceau et arrangé le petit oreiller, il se leva, s'approcha sur la pointe des pieds, considéra quelques instants la petite fille, sans souffler mot et du même air accablé. Soudain, un sourire déplissa son front et il sortit tout doucement. Quand il fut dans la salle à manger, il sonna et envoya de nouveau chercher le médecin. Mécontent de voir sa femme s'occuper si peu de cette charmante fillette, il ne voulait pas entrer chez elle, d'autant plus qu'il ne tenait guère à rencontrer la princesse. Cependant, comme Anna pouvait s'étonner qu'il dérogeât à l'habitude prise, il fit violence à ses sentiments et se dirigea vers la chambre à coucher. Tandis qu'il approchait, un épais tapis étouffant le bruit de ses pas, la conversation suivante frappa malgré lui son oreille. « S'il ne partait pas, je comprendrais votre refus et le sien, mais votre mari doit être au-dessus de cela, disait Betsy. Il ne s'agit pas de mon mari, mais de moi, ne m'en parlez plus, disait la voix émue d'Anna. Est-il possible que vous ne désiriez pas revoir celui qui a failli mourir pour vous ? C'est précisément pour cela que je ne veux pas le revoir. Alexis Alexandrovitch s'arrêta tout effrayé et songea même à opérer sa retraite.
Mais réfléchissant que cette fuite manquait de dignité, il continua son chemin en toussant. Les voix se turent et il pénétra dans la chambre. Anna, vêtue d'un peignoir gris, ses cheveux noirs coupés ras repoussant en brosse, était assise sur une chaise longue. Toute son animation disparut, comme d'ordinaire, à la vue de son mari. Elle baissa la tête et jeta un coup d'œil inquiet sur Betsy. Celle-ci, vêtue à la dernière mode, portait un chapeau minuscule juché sur le haut de sa tête comme un abat-jour sur une lampe et une robe gorge de pigeon que des rayures diagonales ornaient, par devant au corsage et par derrière à la jupe. Installée auprès d'Anna, elle tenait sa longue taille plate aussi droite que possible. Elle accueillit Alexis Alexandrovitch d'un salut accompagné d'un sourire ironique. « Ah, fit-elle, l'air étonnée, je suis ravie de vous rencontrer chez vous. Vous ne vous montrez nulle part et je ne vous ai pas vu depuis la maladie d'Anna. Je sais pourtant le soin que vous avez pris d'elle. Vous êtes un mari étonnant. » Elle gratifia d'un regard tendre la grandeur d'âme de Karénine. Mais celui-ci se contenta de la saluer froidement et, baisant la main de sa femme, il s'enquit de sa santé. « Il me semble que je vais mieux, répondit-elle en évitant son regard. « Vous avez pourtant le teint fiévreux, dit-il en insistant sur le dernier mot. « Nous avons trop causé, dit Betsy. Je sens que c'est de l'égoïsme de ma part et je me sauve. » Elle se leva, mais Anna, devenue toute rouge, la retint vivement par le bras. « Non, restez, je vous en prie, je dois vous dire. »« Non, à vous plutôt, continua-t-elle en se tournant vers son mari, cependant que la rougeur gagnait le front et le cou. Je ne puis ni ne veux rien vous cacher. » Alexis Alexandrovitch baissa la tête et fit craquer ses doigts. « Betsy m'a dit que le comte Vronsky désirait venir prendre congé avant son départ pour Tachkent. » Elle parlait vite, sans regarder son mari, pressée d'en finir. J'ai répondu que je ne pouvais pas le recevoir. « Pardon, ma chère, corrigea Betsy, vous avez répondu que cela dépendait d'Alexis Alexandrovitch. Mais non, je ne puis le recevoir et cela ne mènerait... » Elle s'arrêta tout à coup, interrogeant son mari de regard. Il avait détourné la tête. « Bref, je ne veux pas... » Alexis Alexandrovitch se rapprocha et fit le geste de lui prendre la main. Le premier mouvement d'Anna fut de repousser cette main humide, aux grosses veines apparentes, qui cherchait la sienne, mais elle se domina et la serra. « Je vous remercie de votre confiance, mais... » Il s'arrêta et jeta un regard de dépit à la princesse. Ce que, livré à sa propre conscience, il pouvait juger facilement, lui devenait impossible à examiner en présence de cette femme en qui s'incarnait la force brutale qui dirigeait sa vie aux yeux du monde et l'empêchait de se donner tout entier à l'amour et au pardon. « Eh bien, adieu, ma charmante, dit Betsy en se levant. Elle embrassa Anna et sortit. Karénine la reconduisit. « Alexis Alexandrovitch, dit-elle en s'arrêtant au milieu du boudoir pour lui serrer la main d'une manière significative, je vous tiens pour un homme sincèrement généreux. Je vous estime et vous aime tant que vous me permettrez, toute désintéressée que je sois dans la question, de vous donner un conseil. Recevez-le. Alexis Vronsky est l'honneur même et il part pour Tachkent. Je vous suis très reconnaissant, princesse, de votre sympathie et de votre conseil, mais il appartient à ma femme seule de décider si elle peut ou non recevoir quelqu'un. » Il prononça ces mots en soulevant comme d'habitude ses sourcils d'un air de dignité, mais il sentit aussitôt qu'en dépit de ses paroles, la dignité cadrait mal avec la situation qui lui était faite. Le sourire contenu, ironique et méchant avec lequel Betsy accueillit sa phrase le lui prouva surabondamment. Pardon, excusez-moi. J'ai froid en fait. Ah ben non, c'est bon. Chapitre 20. Alexis Alexandrovitch accompagna Betsy jusqu'au grand salon, prit congé d'elle et rentra chez sa femme. Celle-ci était étendue sur sa chaise longue, mais en entendant revenir son mari, elle se redressa précipitamment et le regarda d'un air effrayé. Il s'aperçut qu'elle avait pleuré. « Je te remercie de ta confiance, dit-il doucement, répétant en russe la réponse qu'il avait faite en français devant Betsy. Cette manie de la tutoyer quand il parlait russe avait le don d'irriter Anna. « Oui, poursuivit-il en prenant place auprès d'elle, je te suis reconnaissant de ta décision.
Je trouve, comme toi, que du moment que le comte Vronsky part, il n'y a aucune nécessité de le recevoir ici. Au reste, mais puisque je l'ai dit, à quoi bon revenir là-dessus interrompit Anna avec une irritation qu'elle ne sut pas maîtriser. Aucune nécessité, songea-t-elle, pour un homme qui a voulu se tuer de dire adieu à la femme qu'il aime et qui, de son côté, ne peut vivre sans lui. Elle serra les lèvres et abaissa son regard sur les grosses mains de son mari que celui-ci frottait lentement l'une contre l'autre. « Ne parlons plus de cela, ajouta-t-elle d'un ton plus calme. Je t'ai laissé trancher cette question en toute liberté et je suis heureux de voir que mes désirs sont conformes aux vôtres, acheva Anna, agacée de l'entendre parler si lentement quand elle savait à l'avance tout ce qu'il avait à dire. Oui, confirma-t-il. Et la princesse Tverskoï se mêle fort mal à propos d'affaires de famille pénibles, elle surtout qui... Je ne crois rien de ce que l'on raconte et je sais qu'elle m'aime sincèrement. Alexis Alexandrovitch soupira et se tut. Anna jouait nerveusement avec la cordelière de sa robe de chambre et le regardait de temps à autre avec ce sentiment de répulsion physique qu'elle se reprochait sans pouvoir le vaincre. La présence de cet homme lui était odieuse et elle souhaitait uniquement d'en être débarrassée au plus tôt. « Je viens de faire chercher le médecin, dit enfin Alexis Alexandrovitch. Pourquoi donc ? Je me porte bien. C'est pour la petite qui crie beaucoup. On croit que la nourrice a peu de lait. Pourquoi ne m'as-tu pas permis de nourrir quand j'ai supplié qu'on me laissât essayer, malgré tout ? Karénine comprit ce qu'elle entendait par malgré tout. C'est une enfant et on la fera mourir. Elle sonna et se fit apporter la petite. J'ai voulu mourir. On ne me l'a pas permis et on me le reproche maintenant. Je ne te reproche rien. Si vous me le reprochez, mon Dieu, pourquoi ne suis-je pas morte ? Elle éclata en sanglots. Pardonne-moi, je suis nerveuse. Injuste, reprit-elle, tâchant de se dominer. Mais laisse-moi. Non, cela ne saurait durer ainsi, décida à part soi Alexis Alexandrovitch en se retirant. Jamais encore l'impossibilité de prolonger aux yeux du monde une pareille situation ne l'avait si vivement frappée. Jamais encore Anna n'avait laissé si clairement transpirer la répulsion qu'il lui inspirait. Jamais non plus la puissance de cette mystérieuse force brutale qui, contrairement aux aspirations de son âme, dirigeait impérieusement sa vie et exigeait un changement d'attitude à l'égard de sa femme ne lui était apparue avec cette évidence. Le monde et sa femme exigeaient de lui une chose qu'il ne comprenait pas bien, mais cette chose émouvait en son cœur une révolte qui détruisait le mérite de sa victoire sur lui-même. Tout en estimant qu'Anna devait rompre avec Vronsky, il était prêt, si tout le monde jugeait cette rupture impossible, à tolérer leur liaison, pourvu que les enfants demeurassent avec lui à l'abri des éclaboussures et qu'aucun bouleversement n'intervînt dans sa propre existence. Cette solution, pour vilaine qu'elle fût, valait pourtant mieux qu'une rupture qui, tout en vouant Anna à une position honteuse et sans issue, l'eût privé, lui, de tout ce qu'il aimait. Mais il sentait son impuissance dans cette lutte. Il savait d'avance qu'on l'empêcherait d'agir sagement pour l'obliger à faire le mal que tout le monde jugeait nécessaire. Chapitre 21. À la porte du grand salon, Betsy se heurta à Stepan Arkadievitch qui arrivait de chez Eliseïev où l'on avait reçu des huîtres fraîches. « Princesse, vous ici, quelle bonne rencontre, je viens de chez vous. » « La rencontre ne sera pas longue, je pars, répondit en souriant Betsy qui boutonnait un de ses gants. Un moment, princesse, permettez-moi de baiser votre charmante menotte avant que vous ne vous gantiez. En fait, de retour aux anciennes modes, rien ne me plaît autant que le baise-main. Il baisa la main de Betsy. Quand nous reverrons-nous ? Vous n'en êtes pas digne, répondit Betsy, toujours souriante. Oh, que si, car je deviens le plus sérieux des hommes. Non seulement j'arrange mes propres affaires, mais encore celles des autres, dit-il avec importance. Vraiment, j'en suis enchantée, répondit Betsy, comprenant qu'il s'agissait d'Anna. En rentrant dans le salon, elle entraîna Oblonsky dans un coin. Vous verrez qu'il la fera mourir, murmura-t-elle d'un ton convaincu. Impossible d'y tenir. Je suis bien aise que vous pensiez ainsi, répondit Stepan Arkadievitch, hochant la tête avec une commisération sympathique. C'est la raison de mon voyage à Pétersbourg. On ne parle que de cela, dit-elle. Cette situation est intolérable. La malheureuse se dessèche à vue d'œil. Il ne comprend pas que c'est une de ces femmes qui ne plaisantent point avec leurs sentiments. De deux choses l'une, ou bien il doit l'emmener et agir énergiquement, ou bien il doit divorcer. Mais l'état actuel la tue. Oui, c'est certain, dit Oblonsky en soupirant.
Je suis venue pour cela. Ou plutôt non, pas tout à fait. Je viens d'être nommé chambellan. Il faut remercier qui de droit, mais l'essentiel est d'arranger cette affaire. Que Dieu vous vienne en aide, dit Betsy. Stepan Arkadyevitch reconduisit la princesse jusqu'au vestibule, lui baisa la main au-dessus du gant cette fois, et après lui avoir débité force inconvenances dont elle aima mieux rire que se froisser, il la quitta pour aller voir sa sœur. Anna était en larmes. Oblonsky passa tout naturellement de la gaieté la plus exubérante au ton d'attendrissement qui cadrait avec l'état d'esprit de sa sœur. Il lui demanda comment elle se portait et comment elle avait passé la journée. Très mal, répondit-elle. Les jours à venir ne seront pas meilleurs que les jours écoulés. Tu vois les choses en noir. Il faut reprendre courage, regarder la vie en face. C'est difficile, je le sais. On prétend, déclara-t-elle soudain, que certaines femmes aiment jusqu'au vice des hommes. Eh bien moi, je hais en lui sa vertu. Je ne puis plus vivre avec lui. Sa seule vue me met hors de moi. Non, je ne puis plus vivre avec lui. Que faut-il que je fasse? J'ai été malheureuse et j'ai cru qu'on ne pouvait l'être davantage, mais ceci dépasse tout ce que j'avais pu imaginer. Conçois-tu que le sachant bon, parfait et sentant toute mon infériorité, je le haïsse néanmoins? Oui, sa générosité me l'a fait prendre en haine. Il ne me reste qu'à... Elle voulait ajouter mourir, mais son frère ne la laissa pas achever. Tu es malade et nerveuse et tu exagères fortement les choses. Il n'y a rien là de si terrible. Et devant ce désespoir, Stepan Arkadyevitch se permit un geste qui, chez tout autre que lui, eût passé pour une inconvenance. Il sourit. Son sourire était si bon, si tendre que, loin de froisser, il calmait et attendrissait. Et, jointes à ce sourire, ses paroles calmaient comme une lotion d'huile d'amande. Anna l'éprouva bientôt. « Non, Stiva, dit-elle, je suis perdue. Je suis plus que perdue, car je ne puis dire que tout soit fini. Je sens, hélas, le contraire. Je me fais l'effet d'une corde trop tendue qui doit rompre nécessairement. Mais la fin n'est pas encore venue, et elle sera terrible. Mais non, la corde peut être détendue tout doucement. Il n'existe pas de situation sans une issue quelconque. J'y ai pensé et repensé, je n'en vois qu'une. À son regard épouvanté, il comprit que cette issue était la mort, et de nouveau il l'interrompit. Non, tu ne peux juger de ta position comme moi. Laisse-moi te dire franchement mon avis. Il esquissa encore un sourire onctueux. Je prends les choses du commencement. Tu as épousé un homme de 20 ans plus âgé que toi, et tu t'es marié sans amour, ou du moins sans connaître l'amour. Ce fut, j'en conviens, une erreur. Une erreur terrible. Mais je le répète, c'est un fait accompli. Tu as eu ensuite le malheur d'aimer un autre que ton mari. Second malheur, mais second fait accompli. Ton mari l'a su et t'a pardonné. Il s'arrêtait après chaque phrase comme pour lui donner le temps à la réplique, mais elle gardait le silence. Maintenant, la question se pose ainsi. Peux-tu continuer à vivre avec ton mari? Le désires-tu? Le désire-t-il? Je n'en sais rien. Tu viens de dire toi-même que tu ne pouvais plus le supporter. Non, je n'ai pas dit cela. Je me rétracte, je ne sais plus rien, je ne comprends plus rien. Mais permets, tu ne saurais comprendre. Je sens que je me suis précipitée la tête la première dans un abîme et que je ne dois pas me sauver. Et je ne le puis pas non plus. Tu verras que nous t'empêcherons de tomber. Je te devine, tu ne peux prendre sur toi d'exprimer tes sentiments, tes désirs. Je ne désire rien sinon que tout cela finisse. Crois-tu qu'ils ne s'en aperçoivent pas? Crois-tu qu'ils ne souffrent pas aussi? Et que peut-il résulter de toutes ces tortures? Le divorce, au contraire, résoudrait tout. Son idée principale énoncée, et non sans peine, Stepan Arkadyevitch en observa l'effet sur les traits de sa sœur. Elle secoua la tête négativement sans dire mot, mais un éclair de sa beauté d'autrefois illumina son visage. Oblonsky en conclut que, si elle ne souhaitait pas le divorce, c'est qu'elle le tenait pour un bonheur impossible. Vous me faites une peine extrême. Combien je serais heureux d'arranger cela, reprit-il en souriant avec plus de confiance. Non, ne dis rien. Laisse-moi agir. Fasse Dieu que je puisse exprimer tout ce que j'éprouve. Je vais le trouver. Pour toute réponse, Anna le regarda de ses yeux brillants et pensifs. Chapitre 22. C'est un chignon à une épingle. Non, je plaisante.
Chapitre 22. Stepan Arkadievitch pénétra dans le cabinet de son beau-frère avec le visage solennel qu'il se donnait en présidant les séances de son conseil. Alexis Alexandrovitch, les bras derrière le dos, marchait de long en large dans la pièce, agitant dans son esprit la même question que venaient de discuter sa femme et son beau-frère. « Je ne te gêne pas ?» demanda Stepan Arkadievitch, subitement troublé à la vue de Karénine. Et pour dissimuler cette faiblesse dont il n'était guère coutumier, il sortit de sa poche un étui à cigarette d'un nouveau modèle dont il venait de faire l'emplette, le flaira et en tira une cigarette. « Non. As-tu besoin de quelque chose ?» demanda sans empressement Alexis Alexandrovitch. « As-tu besoin de quelque chose ?» Ce sentiment lui sembla... Oui, je voulais te parler, répondit Stepan Arkadievitch, surpris de se sentir de plus en plus intimidé. Ce sentiment lui sembla si étrange qu'il n'y reconnut pas la voix de la conscience lui déconseillant une mauvaise action. Il le domina donc de son mieux et reprit en rougissant : « J'espère que tu ne doutes ni de mon affection pour ma sœur, ni de la profonde estime que je te porte. » Alexis Alexandrovitch s'arrêta et son air de victime résignée bouleversa Stepan Arkadievitch. « Eh bien, reprit celui-ci sans pouvoir retrouver son calme, j'avais l'intention de te parler de ma sœur et de votre situation à tous deux. » Alexis Alexandrovitch regarda son beau-frère avec un sourire triste et, sans lui répondre, prit sur son bureau une lettre inachevée qu'il lui tendit. « Je ne cesse d'y songer, fit-il enfin. Voici ce que j'ai essayé de lui dire, pensant que je m'exprimerais mieux par écrit, car ma présence l'irrite. » Stepan Arkadievitch considéra avec étonnement les yeux ternes de son beau-frère fixés sur lui, prit le papier et lut. « Je vois que ma présence vous est à charge. Pour pénible qu'il me soit de le reconnaître, je le constate et je sens qu'il ne saurait en être autrement. Je ne vous fais aucun reproche. Dieu m'est témoin que pendant votre maladie, j'ai fermement résolu d'oublier le passé et de commencer une nouvelle vie. Je ne me repens pas, je ne me repentirai jamais de ce que j'ai fait alors. Mais c'était votre salut, le salut de votre âme que je souhaitais, et je vois que je n'ai pas réussi. Dites-moi vous-même ce qui vous rendra le repos et le bonheur. Je me soumets à l'avance au sentiment de justice qui guidera votre choix. » Stepan Arkadievitch rendit la lettre à son beau-frère et continua à le considérer avec perplexité, sans trouver un mot à dire. Ce silence leur était pénible à tous deux. Les lèvres d'Oblonsky en tremblaient. « Voilà ce que je voulais lui faire entendre, » prononça enfin Karénine en se détournant. « Oui, oui, » balbutia Stepan Arkadievitch qui se sentait prêt à sangloter. « Oui, » put-il enfin articuler, « je te comprends. » Que veut-elle ? Voilà ce que je souhaiterais savoir. Je crains qu'elle ne s'en rende pas compte. Elle n'est pas juge dans la question, dit Oblonsky. Cherchant à se remettre. Elle est écrasée, littéralement écrasée par ta grandeur d'âme. Si elle lit ta lettre, elle sera incapable d'y répondre et ne pourra que courber encore plus la tête. Alors que faire ? Comment s'expliquer ? Comment connaître ses désirs ? Si tu me permets d'exprimer mon avis, c'est à toi qu'il appartient d'indiquer nettement les mesures que tu crois susceptibles de couper court à cette situation. Par conséquent, tu trouves qu'il faut y couper court, interrompit Karénine. Mais comment ? Ajouta-t-il en passant la main devant ses yeux d'un geste qui ne lui était pas habituel. Je ne vois pas d'issue possible. Toute situation en a une, dit Oblonsky en se levant et en s'animant peu à peu. Tu songeais naguère au divorce. Si tu t'es convaincu qu'il n'y a plus de bonheur possible entre vous, on peut concevoir le bonheur de façon différente. Admettons que je consente à tout. Comment sortirons-nous de là ? Veux-tu mon avis ? Dit Stepan Arkadievitch avec le même sourire onctueux qu'il avait pour sa sœur, et ce sourire était si persuasif que Karénine, cédant à la faiblesse qui l'envahissait, fut tout disposée à croire son beau-frère. Jamais elle ne dira ce qu'elle désire. Mais elle ne peut guère souhaiter qu'une chose, c'est de rompre des liens qui lui rappellent de cruels souvenirs. Selon moi, il est indispensable de rendre vos rapports plus clairs, ce qui ne peut se faire qu'en reprenant mutuellement votre liberté. Le divorce, interrompit avec dégoût Alexis Alexandrovitch. Oui, je crois que le divorce... Oui, c'est cela, le divorce, répéta Stepan Arkadievitch en rougissant.
À tous les points de vue, c'est le parti le plus sensé lorsque deux époux se trouvent dans la situation où vous êtes. Que faire lorsque la vie commune devient intolérable? Et cela peut souvent arriver. Alexis Alexandrovitch poussa un profond soupir et se couvrit les yeux. Il n'y a qu'une seule chose à prendre en considération. L'un des deux époux veut-il se remarier? Si ce n'est pas le cas, le divorce ne souffre aucune difficulté, continua Stepan Arkadievitch, de plus en plus libéré de sa contrainte. Alexis Alexandrovitch, les traits bouleversés par l'émotion, murmura quelques paroles inintelligibles. Ce qui semblait si simple à Oblonsky. Il l'avait tourné et retourné 1000 fois dans sa pensée et, au lieu de le trouver simple, il le jugeait inadmissible. Sa dignité personnelle autant que le respect de la religion lui défendait de se plier à un adultère fictif et encore plus de vouer à la honte d'un flagrant délit une femme à qui il avait accordé son pardon. Et d'ailleurs, que deviendrait leur fils? Le laisser à la mère était impossible. Cette mère divorcée aurait une nouvelle famille où la position de l'enfant serait intolérable et son éducation compromise. Le garder, cet acte de vengeance lui répugnait. Mais avant tout, il redoutait, en consentant au divorce, de pousser Anna à sa perte. Darya Alexandrovna ne lui avait-elle pas dit à Moscou qu'en voulant divorcer, il ne pensait qu'à lui? Maintenant qu'il avait pardonné et qu'il s'était attaché aux enfants, ces paroles, qui lui restaient gravées dans l'âme, prenaient une importance particulière. Rendre à Anna sa liberté, se disait-il, c'est lui enlever le dernier appui dans la voie du bien, tout en me privant de ma seule raison de vivre, les enfants. Une fois divorcée, elle s'unira à Vronsky par un lien coupable et illégal, car selon l'Église, le mariage ne se rompt que par la mort. Et qui sait si au bout d'un an ou deux, il ne l'abandonnera pas, ou si elle ne se jettera pas dans une nouvelle liaison. Et c'est moi qui serai coupable de sa chute. Il n'admettait donc pas un traître mot de ce que disait son beau-frère. Il avait 100 arguments pour réfuter chacune de ses assertions. Et cependant, il l'écoutait, sentant en lui le porte-parole de cette force brutale qui dominait sa vie et à laquelle il finirait bien par se soumettre. Reste à savoir dans quelles conditions tu consentiras au divorce, car elle n'osera rien te demander et s'en remettra complètement à tes générosités. De quoi me punissez-vous, mon Dieu? Murmura Alexis Alexandrovitch en songeant aux détails d'un adultère fictif. Et de honte, il se couvrit le visage des deux mains, comme l'avait fait Vronsky. Tu es ému, je le comprends, mais si tu y réfléchis, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui encore l'autre, et si on te vole ta tunique, abandonne encore ton manteau, songeait Alexis Alexandrovitch. Oui, oui, criait-il d'une voix perçante, je prends la honte sur moi, je renonce même à mon fils, mais ne vaudrait-il pas mieux? Au reste, fais ce que tu veux. Et se détournant de son beau-frère pour n'être pas vu de lui, il s'assit près de la fenêtre. Il souffrait, il avait honte, tout en s'attendrissant devant la grandeur de son sacrifice. Stepan Arkadievitch, touché, garda quelques instants le silence. « Alexis Alexandrovitch, dit-il enfin, crois bien qu'elle appréciera ta générosité. Telle était sans doute la volonté de Dieu, ajouta-t-il. Puis sentant aussitôt qu'il disait là une sottise, il retint avec peine un sourire. Alexis Alexandrovitch voulut répondre, des larmes l'en empêchèrent. Quand Stepan Arkadievitch quitta le cabinet de son beau-frère, il était sincèrement ému et cependant enchanté d'avoir mené à bien cette affaire. À cette satisfaction se joignait l'idée d'un calembour dont il comptait faire goûter le sel à sa femme et à ses intimes. Quelle différence y a-t-il entre moi et un général qui va à la revue? Aucune, car s'il se part, moi, je sépare. Ou plutôt non, je tâcherai de trouver mieux, conclut-il en souriant. Chapitre 23. Bien qu'elle n'eût pas atteint le cœur, la blessure de Vronsky était dangereuse. Il fut pendant plusieurs jours entre la vie et la mort. Quand pour la première fois il se trouva en état de parler, il n'y avait dans sa chambre que sa belle-sœur Varia. Varia lui enjoignit-il d'un regard et d'un ton sévère. « Dis à tout le monde que je me suis blessée accidentellement. Et ne me parle jamais de cette histoire, c'est trop ridicule. » Varia se pencha sur lui sans répondre, scrutant son visage avec un sourire de bonheur. Les yeux du blessé n'étaient plus fiévreux, mais leur expression était sévère. « Dieu merci, tu peux parler, dit-elle. Tu ne souffres pas ? Un peu de ce côté, ici, répondit-il en indiquant sa poitrine. Permets-moi alors de changer ton pansement. Il la regarda faire, contractant ses larges pommettes. Quand elle eut fini, il insista. Ne crois pas que j'ai le délire.
Fais en sorte, je t'en supplie, qu'on ne dise pas que j'ai voulu me tuer. Personne ne le dit. J'espère cependant que tu renonceras à tirer sur toi accidentellement, répondit-elle avec un sourire interrogateur. Probablement, mais mieux aurait valu. Et il sourit d'un air sombre. Réponse et sourire ne rassurèrent point Varia. Et cependant, dès qu'il fut hors de danger, Vronsky éprouva un sentiment de délivrance. Il s'était en quelque sorte lavé de sa honte et de son humiliation. Désormais, il pouvait penser avec calme à Alexis Alexandrovitch, reconnaître sa grandeur d'âme sans en être écrasé. Il pouvait, en outre, regarder les gens en face et reprendre son existence habituelle, conformément aux principes qui la dirigeaient. Ce qu'il ne parvenait point, malgré tous ses efforts, à s'arracher du cœur, c'était le regret, voisin du désespoir, d'avoir perdu Anna pour toujours. Maintenant qu'il avait racheté sa faute envers Karénine, il était certes fermement résolu à ne pas se placer entre l'épouse repentante et son mari. Mais pouvait-il échapper au souvenir d'instants de bonheur trop peu appréciés autrefois et dont le charme le poursuivait sans cesse? Serpukhowskoï lui offrit une mission à Tachkent, et Vronsky l'accepta sans la moindre hésitation. Mais plus le moment du départ approchait, plus lui semblait cruel le sacrifice qu'il faisait à ce qu'il croyait être son devoir. Sa blessure complètement cicatrisée, il fit ses préparatifs de départ. La revoir encore une fois, puis s'enterrer, mourir, songeait-il. Et en faisant sa visite d'adieu à Betsy, il lui exprima ce vœu. Celle-ci partit aussitôt en ambassadrice auprès d'Anna, mais rapporta un refus. Tant mieux, se dit Vronsky en recevant cette réponse. Cette faiblesse m'aurait coûté mes dernières forces. Le lendemain matin, Betsy en personne vint lui annoncer qu'Alexis Alexandrovitch, dûment chapitré par Oblonsky, consentait au divorce et que, par conséquent, rien n'empêchait plus Vronsky de voir Anna. Sans plus songer à ses résolutions, sans demander à quel moment il pourrait la voir ni où se trouvait le mari, oubliant même de reconduire Betsy, Vronsky courut chez les Karénine. Il grimpa l'escalier sans rien voir, traversa l'appartement presque en courant, se précipita dans la chambre d'Anna et, sans se préoccuper de la présence possible d'un tiers, il la prit dans ses bras et couvrit de baisers ses mains, son visage, son cou. Anna s'était préparée à le revoir et avait pensé à ce qu'elle lui dirait. Mais elle n'eut pas le temps de parler, la passion de Vronsky l'emporta. Elle aurait voulu le calmer, se calmer elle-même, mais ce n'était pas possible. Ses lèvres tremblaient et longtemps elle ne put rien dire. « Oui, tu m'as conquise, je suis à toi », parvint-elle enfin à dire en serrant la main de Vronsky contre sa poitrine. « Cela devait être, et tant que nous vivrons, cela sera. Je le sais maintenant. »« C'est vrai, » répondit-elle, pâlissant de plus en plus, tout en entourant de ses bras la tête de Vronsky. « Néanmoins, n'est-ce pas effrayant après tout ce qui s'est passé ? Tout cela s'oubliera. Nous allons être si heureux. Si notre amour avait besoin de grandir, il grandirait parce qu'il a quelque chose de terrible, dit-il en relevant la tête et en montrant ses dents blanches dans un sourire. Plus qu'aux paroles de son amant, ce fut à ses regards énamourés qu'elle répondit par un sourire. Puis, lui prenant la main, elle en caressa ses joues froides et ses pauvres cheveux coupés. « Je ne te reconnais plus avec tes cheveux ras, dit-il. Tu as rajeuni. On dirait un jeune garçon. Mais comme tu es pâle. »« Oui, je suis encore très faible, répondit-elle, et ses lèvres se remirent à trembler. Nous irons en Italie. Tu te rétabliras. Est-il possible que nous puissions être comme mari et femme, seuls tous les deux ? Demanda-t-elle en plongeant ses yeux dans les siens. Je ne suis surpris que d'une chose, c'est que cela n'ait pas toujours été. Stiva assure qu'il consent à tout, mais je n'accepte pas sa générosité, dit-elle, laissant son regard errer par-dessus la tête de Vronsky. Je ne veux pas du divorce, je n'y tiens plus. Je me demande seulement ce qu'il décidera par rapport à Serge. Et quoi, dans ce premier moment de leur rapprochement, elle pouvait penser à son fils et au divorce ? Vronsky n'y comprenait rien. Ne parle pas de cela, n'y songe pas, dit-il, tournant et retournant la main d'Anna dans la sienne pour amener son attention vers lui. Elle ne le regardait toujours point. Ah, pourquoi ne suis-je pas morte ? Cela aurait beaucoup mieux valu, murmura-t-elle. Des larmes coulaient le long de ses joues, et cependant, elle essaya de sourire pour ne point l'affliger. Autrefois, Vronsky aurait cru impossible de se soustraire à la flatteuse et périlleuse mission de Tachkent. Maintenant, au contraire, il la refusa sans la moindre hésitation. Puis, s'apercevant que ce refus était mal interprété en haut lieu, il donna sa démission. Un mois plus tard, Alexis Alexandrovitch restait seul avec son fils,
tandis qu'Anna partait pour l'étranger en compagnie de Vronsky, après avoir résolument renoncé au divorce. Et la petite Vronsky n'a pas l'air très préoccupé par la petite, en tout cas. Et c'est la fin, pardon, je vous ai pas dit, c'est la fin du chapitre, c'est la fin de la 5e partie, de la 4e partie. C'est la fin de cette lecture également, qui a été très longue, mais je sais pas, je me suis dit, oh, c'est pas si long jusqu'à la fin de la 4e partie. Mais j'aurais pu faire 2 lectures. Pardon. J'avais envie de chanter. Waouh, qu'il est tard. N'importe quoi. En anglais, je suis... Oh, on va essayer. If the night turned cold and the stars look down and you hug yourself on the cold, cold ground, you wake the morning in a stranger's coat, no one would you see. Ask yourself, who watched for me, my only friend, who could it be? It's hard to say it, I had to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, and you're too proud to beg and too dumb to steal, you search the city for your only friend, no one would you see. You ask yourself, who could it be? A solitary voice to speak out and set me free. I had to say it, I had to say it, but it's probably me. You're not the easiest person that I ever got to know, and it's hard for his boss to let her feelings show. Some would say I should let you go your way, you only make me cry. But if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, it's hard to say it, I had to say it, but it's probably me. When the world's gone crazy and it makes no sense, and there's only one voice that comes to your defense, and the jury's out and your eyes search a room, one friendly face is all you need to see. And if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, it's hard to say it, I had to say it, but it's probably me. Oh, I had to say it, I had to say it, but it's probably me. Oh, I had to say it, I had to say, but it's probably me. It's probably me. Bon, je me suis encore perdue. C'est pas grave, je me suis encore perdue. Et j'ai chanté bien faux, mais c'est pas grave, c'était pour le plaisir. Ma foi, ça correspondait bien avec cette lecture d'une certaine façon. 1 ou 2 poèmes, oh, je ne sais pas, non, c'est tellement long.
Vénus corrigata. Tu cherches du regard le nuage d'hier, le retrouves à sa place, lui demandes s'il sera encore là demain, et s'il pleurera. Doigt pointé sur le ciel, tu retrouves ton étoile, elle a du mal à se déplacer depuis que tu as vieilli. Eh bien, je ne sais pas pourquoi cette émotion est arrivée, mais elle était là. Grand-mère, Catalina Bustamante, Mexico. Alors, il me revient d'être grand-mère, à moi, qui tiens toujours le parfum de l'été à ma ceinture, des draps fleuris à l'aube et le corps avide. Moi, qui ai la prétention de pratiquer la vie, attrapant rougeurs et soupirs de mes heures et mes cheveux gris. C'est mon tour, à moi maintenant, d'être la grand-mère. Renouveler les insomnies, balancer des berceaux, broder des histoires à l'heure de l'oreiller, empêcher que ne s'oublient les contes de ma grand-mère et ceux de la grand-mère de ma grand-mère. Donc, il me revient de devenir sage et tenir la mémoire entre les lèvres afin que notre vie suive le cours. Il est vraiment beau ce poème. Ça me concerne pas trop, mais il est vraiment beau. Oh là là, oui, c'est espagnol et vous devez en avoir marre de m'entendre parler en langue étrangère, c'est assez terrible tout le temps. mais j'aime bien. Aux Andes. Est-ce que je vous la lis en espagnol? Et je crois qu'il est long. Et je prononce mal l'espagnol. Mais je vais essayer. Cordilleras, nevadas, Andes, blancos, paredes de mi patria. Cuánto silencio rodea la voluntad, las luchas de mi pueblo. Arriba las montañas plateadas, abajo el trueno verde del océano. Sin embargo, este pueblo pica las erizadas soledades, navega. Non, j'ai pas envie, pas en espagnol, pardon. Je crois que j'ai même pas envie de lire celui-ci. Voilà, je vais lire celui-ci. Dans le ciel, je m'approche de l'éclair rouge de ta chevelure. Je suis de terre et de blé, et à mon approche, ton feu se prépare. À l'intérieur de moi, il enflamme les pierres et la farine. C'est pourquoi il croît et monte mon cœur. Il se fait pain pour que ta bouche le dévore, et mon sang est le vin qui t'attend. Toi et moi sommes la terre et ses fruits. De pain, de feu, de sang et de vin est le terrestre amour qui nous embrase. Bon, bah voilà, ça va encore bien avec la lecture d'aujourd'hui. Un dernier.
pas là. J'ai besoin de... Allez, un bon léger. C'est mieux. Non. Tant pis. Qu'est-ce que c'est que cette... c'est ma petite tête. Non, je m'arrête là, pardon. Oui. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous remercie pour votre patience et votre gentillesse. Merci pour tous vos messages auxquels je n'ai pas pris le temps encore de répondre. Je répondrai dès que j'aurai un peu plus de temps pour moi. Voilà. Mais je vous remercie beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Voilà. Et d'autres lectures également. Merci encore. Et prenez soin de vous surtout.